C'est une zone de l'aéroport d'Orly que les voyageurs ne voient jamais. Les cellules de la police aux frontières. Ça va? Ce matin-là, un Algérien de 22 ans doit être expulsé. Il est sans papier. Bonjour. À la demande des autorités, nous devons filmer en caméra cachée car la présence de journalistes risque d'exacerber une tension déjà palpable. Pourquoi vous ne souhaitez pas partir? Mes deux collègues là, qui sont là sont chargés de vous escorter. C'est eux qui vont vous emmener jusqu'à Alger. Bon, nous, on va faire une petite vérification sur vous. Là, à gauche. Il est arrivé en France il y a 8 mois, avec un visa touristique aujourd'hui expiré. Donnez le téléphone, monsieur, en attendant. Merci. Il vivait chez des cousins en banlieue parisienne, enchaînait les petits boulots au noir, avant d'écoper de 4 mois de prison pour vol. Alors, on va proposer une palpation. Vous n'avez pas de lame de rasoir sur vous, d'objets, partie métallique? Asseyez-vous. Ah, en tourisme, Vous pouvez enlever vos chaussures. Ces policiers sont des escorteurs. Ils interviennent pour expulser les clandestins qui sortent de prison et tous ceux qui refusent de monter dans l'avion. Pouvez ouvrir la bouche, s'il vous plaît? Parce que parfois, on peut retrouver des lames ou des objets contondants cachés. Vous pouvez remettre la veste si vous voulez. Le téléphone après. Parfois, les sans-papiers s'automutilent pour empêcher leur expulsion. Ces cris sont ceux d'un Haïtien. Sa demande d'asile a été rejetée. Les escorteurs le sanglent pour le transporter de force dans l'avion. C'est la procédure en cas de rébellion. Je ne pas. Il n'y a aucun gouvernement de mon pays. Je ne monte pas à l'avion, moi. Ah oui, je ne monte pas à l'avion. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui, moi je ne monte pas à l'avion, monsieur. Je ne monte pas à l'avion. Dans la geôle voisine, les escorteurs redoutent que l'Algérien ne fasse de même. Ouais, ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, je te le dis, hein, vraiment... S'opposer, c'est pas la solution. Parce que là, vous allez passer sous le coup d'une décision de justice et vous allez retourner en prison pour 3 mois. Une interdiction du territoire français de 3 ans, provisoirement, et à la sortie de prison de 3 mois, on vous ramène quand même à l'aéroport. Donc on va pas arrêter comme ça. Je refuse, je pars en prison, je refuse, je repars en prison. Surtout qu'à la 2e ou 3e fois, là, c'est une interdiction définitive du territoire français. Donc c'est fini, plus jamais vous aurez de visa. T'es d'accord? Ouais. Voyez ? Dialoguer sans cesse avec le clandestin et lui faire comprendre qu'il n'a aucune échappatoire. C'est la stratégie employée par ces policiers sélectionnés pour leur sang-froid. Je pense que vous souhaitez revenir en France. Les 2 escorteurs vont le faire monter dans l'avion avant les passagers et l'accompagner jusqu'en Algérie. Une scène quotidienne dans les aéroports parisiens, mais qui fait toujours polémique dans l'opinion publique. Pour la première fois, la police aux frontières nous a laissé filmer ce qu'elle n'a jamais montré. Là, je vais passer devant toi. De l'arrestation jusqu'à l'expulsion des clandestins. Une machine administrative sans état d'âme, avec son lot de drames et de rebondissements. Une machine qui coûte près de 200 millions d'euros par an. Avant l'expulsion, les clandestins passent toujours par l'un des 22 centres de rétention de l'Hexagone. Ahmed est somalien. La veille, il a été contrôlé sans papier dans la rue. La préfecture de Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention pour l'expulser au plus vite. Monsieur. Prendre monsieur en Ahmed ici. va rester ici au maximum 45 jours. Impeccable. Le temps pour la préfecture de boucler son dossier et d'organiser son départ. Vous lisez l'anglais? Oui, un peu. Et l'arabe, non? Ça, ce sont les droits.
les droits au centre. Vous arrivez à lire ça? Pendant ces 45 jours, Ahmed, lui, a le droit de saisir la justice pour contester son expulsion. Donc, you want a lawyer? Yes. Oui. Si. Après, c'est des papiers, carte de bus. Il a 11,34 € et des cigarettes. Tu as... Si. Voilà pour vous. For you. La chambre. Dans la... À 3. Il y a la place à 3. Ouais. À partir de maintenant, Ahmed est ce que l'on appelle un retenu. Pourquoi il y a des shampoings? Ok, c'est bon. Ok. Il va partager sa chambre avec un Arménien et un Géorgien. Eux sont ici déjà depuis plusieurs jours. Tu sais où tu es ici exactement? Je sais pas, c'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Ils m'ont dit que je serais peut-être expulsé d'ici 5 ou 6 jours. Mais c'est une prison ici en fait. On ne voit pas le soleil, il y a des barreaux. On est enfermé, comme en prison. Cette sirène annonce l'heure des repas. T'as faim? Allez, viens. T'inquiète pas, va. Le centre peut accueillir 72 retenus. Aujourd'hui, il y a 30 hommes et une femme qui vivent dans 2 zones totalement séparées. Pour les surveiller, en permanence, 11 policiers et 30 caméras. Une cour de promenade, accessible 24 heures sur 24. Un terrain de sport, 2 heures par jour. Un parloir, un mitard et l'ennui. Seul échappatoire, des téléphones en libre accès. Un détail qui fait toute la différence avec la prison, selon le capitaine Jean, directeur du centre. Les personnes ici sont privées de leur liberté. Vous l'aurez aussi en maison d'arrêt. Mais chaque personne ici se voit assigner un lit dans une chambre, mais la porte, elle reste toujours ouverte. Justement pour pouvoir aller communiquer, pour pouvoir aller fumer, pour pouvoir aller discuter avec la personne qui est dans la chambre d'à côté, s'acheter un paquet de bonbons. Il y a des distributeurs ici. Donc les personnes sont quand même dans cette zone de vie très libres de leur mouvement. Elles n'ont juste pas le droit de sortir du bâtiment, bien sûr. Les retenus ont aussi une bouée de sauvetage. Romane, 25 ans, militante pour l'association France Terre d'Asile. Elle les aide à faire des recours en justice. L'assistance juridique est obligatoire dans tous les centres de rétention de l'Hexagone. Bonjour messieurs. Est-ce que vous savez où il est le monsieur soudanais? Alors, oui. Son premier rendez-vous aujourd'hui, c'est Moataz, un Soudanais de 26 ans. Entrez, je vous en prie. Il est originaire du Darfour, une région en guerre depuis près de 15 ans, Ok. et il ne comprend pas exactement pourquoi il est ici. انجليزية شوي شوي؟ Non. لا لا لا. طيب. Ok. Romane ne parle que quelques mots d'arabe, alors elle fait appel à un interprète par téléphone. Ce qu'il faudrait lui expliquer, c'est qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La préfecture l'a placé en fait en rétention, dans l'attente en fait de pouvoir le renvoyer au Soudan. D'accord? Alors. Je comprends pas bien là. Ça veut dire que je dois rentrer au Soudan? Mais à la préfecture, ils sont pas au courant qu'au Soudan, il y a des problèmes? Qu'il y a des guerres, tout ça? J'ai enduré des souffrances énormes pour en arriver là. Je suis venu ici pour enfin vivre normalement. Et si on me renvoie au Soudan, je suis mort. Ils vont me tuer. Je sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Moataz dit être un bir guide,
Une ethnie noire africaine persécutée par le régime soudanais aux mains de la majorité arabe. En étant non arabe, monsieur risque des persécutions sur tout le territoire du Soudan, pas uniquement au Darfour. On va demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire au juge administratif sur le fondement du fait que monsieur est effectivement menacé dans son pays d'origine en cas de retour. Et à minima, l'annulation du pays de renvoi. Au Soudan, Moataz était chauffeur de taxi à Khartoum, la capitale. Il aurait été accusé d'être un rebelle. Il fuit alors en Libye, où il travaille pendant 1 an pour payer le passeur qui l'embarquera pour Lampedusa, en Italie. En mai 2015, le voici à Vintimille. Puis il passe la frontière, direction la jungle de Calais. Moataz n'a fait aucune demande d'asile en France. Un retenu marocain nous aide à l'interviewer en arabe. Pourquoi t'as pas demandé l'asile en France? Mon frère vit en Angleterre depuis 8 ans. Moi, ça fait 9 mois que j'essaie de passer là-bas. Tous les jours, j'essaie. Mais j'y arrive pas. Une fois en Angleterre, Moataz espérait demander l'asile, obtenir le statut de réfugié, des papiers. En France, la machine administrative est enclenchée. Moataz est clandestin, il est donc expulsable. Mais son recours suspend son expulsion. 2 jours plus tard, il est convoqué au tribunal. Son destin va se jouer maintenant. Moataz, on va se voir là-bas, dans le petit bureau tous les deux. Le problème, c'est qu'on va pas se comprendre. On n'a pas l'interprète, là. Maître Cécile Madeline est son avocate commis d'office. Elle a 1 demi-heure pour s'entretenir avec lui. Est-ce que vous pouvez me montrer le papier? Parce que ça, c'est le plus important, ça. Ce papier-là, vous l'aviez sur vous quand vous êtes fait arrêter. Pour essayer de le faire libérer, l'avocate va s'appuyer sur ce bout de papier. Une date de rendez-vous avec une association pour se renseigner sur la demande d'asile en France. Aujourd'hui, il est d'accord sur le principe de demander l'asile en France. C'était ça ma question. Oui, d'accord. Ok. Si il a indiqué clairement que son souhait était d'obtenir le statut de réfugié, la préfecture ne peut pas prendre d'obligation de quitter le territoire. Et dans ces cas-là, le tribunal va l'annuler. Mais il souhaite aller en Angleterre, il souhaite pas rester en France. Je crois qu'il a changé d'avis, très franchement. Mais c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Ça devient tellement difficile, là, de passer en Angleterre. Il commence à comprendre que finalement, c'est pas forcément ça la solution, quoi. Hein. Le tribunal doit décider si l'expulsion de Moataz vers le Soudan est conforme au droit français. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. L'audience est ouverte. Si vous voulez bien, je vous donne la parole. Merci, Madame le Président. J'interviens avec une certaine émotion pour monsieur... Parce que il me semble clair que monsieur dit « Je suis en danger de mort dans mon pays ». Donc le fait qu'il soit venu pour des raisons de sécurité et pas par exemple pour des motifs économiques ou familiaux apparaît clairement dans son audition. Et à cela s'ajoute un élément qui est extrêmement important. C'est que monsieur avait dans sa poche ce document. Donc ça démontrait effectivement bien qu'il a fait cette demande de protection et que dans ces conditions, on ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Je n'ai pas d'autre explication à vous donner, mais vraiment, je le crois. Je ne vois pas quel intérêt il aurait de nous dire autre chose aujourd'hui. Il a des éléments qui... Mais il y a un élément qui trouble la juge. L'homme a été arrêté à Dieppe, un port de départ vers l'Angleterre. Moi, j'ai un problème parce que quelqu'un qui dit qu'il commence à engager une procédure en vue de l'asile en France, à Calais, qui a rendez-vous le 25 janvier pour ça, qui attend d'être recontacté pour ça, il part à Dieppe. Si ça avait été Châteauroux, c'est différent, mais c'est Dieppe. C'est un endroit où on peut aussi passer en Angleterre. Bon, d'autres choses, monsieur, vous voulez dire? J'ai fouillé l'enfer, moi. Oui, je comprends.
Je vais voir tout ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, je me retire pour délibérer. Je rendrai la décision tout à l'heure. 3 fois sur 4, le tribunal rejette les recours des sans-papiers. Une demi-heure plus tard. Bien, l'audience reprend, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, j'ai décidé d'annuler seulement la décision fixant le pays de renvoi. Donc, autrement dit, pas de reconduction vers le Soudan et le Darfour. Pour le reste, j'ai décidé de rejeter le reste des conclusions. En clair, Moataz est toujours expulsable, mais vers l'Italie, car c'est par ce pays qu'il est entré clandestinement dans l'espace Schengen. Bien, merci. L'audience est gagnée. C'est décevant, parce que j'aurais voulu que l'obligation de quitter le territoire français soit annulée. Mais disons qu'on a évité le pire. Donc il faut qu'ils comprennent que là, avec une décision comme ça, il sera de toute façon pas renvoyé au Soudan. Moataz doit retourner en rétention, le temps que la préfecture prépare son expulsion vers l'Italie, qui doit forcément recevoir le Soudanais. C'est la règle en Europe. Charge aux Italiens de décider ensuite s'il faut, oui ou non, le renvoyer au Soudan. Au centre, une expulsion peut arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il est 6 heures du matin. Ahmed le Somalien est prévenu au dernier moment de son départ. Ah, bonjour monsieur. Monsieur Ahmed. Yes. You go at the airport. Yes. Oui. You make. Ok. Vous me laissez 5 minutes pour me laver la figure. Ok. 5 minutes. Ok. On attend qu'il prépare ses affaires. Le Somalien a renoncé à faire un recours en justice. Lui est résigné à rentrer dans son pays. Je me dis que dans mon pays, au moins, je pourrais faire quelque chose de ma vie. Je pourrais aller à l'université, apprendre quelque chose. Cela fait 2 ans que je suis en Europe et ça m'a servi à rien. J'ai rien appris. J'ai perdu 2 ans de ma vie sur les routes à essayer de survivre. J'ai pas envie de perdre une année de plus. Je veux rentrer chez moi et recommencer une vie normale. 15 000 personnes ont été expulsées de France métropolitaine l'an dernier. Les 3/4 du temps, comme pour Ahmed, les clandestins repartent sans résister physiquement. Ici, il y a un départ par jour en moyenne. Et à chaque fois, ça alimente l'angoisse de ceux qui restent. Ça choque, tu vois quelqu'un, demain c'est mon tour. Vous comprenez? C'est ça. Personne n'est à l'abri. Hein. Peut-être demain c'est lui, peut-être c'est moi, peut-être c'est l'autre, je sais pas. On est là. Pour détendre l'atmosphère, certains policiers s'essaient au dialogue en version originale. Vous connaissez des mots de plusieurs langues différentes Oui, vu le nombre d'Albanais qu'on a ici, j'ai appris quelques mots d'albanais. Ils sont plutôt coopératifs. Par exemple Miomen Dies, bonjour le matin. Si. Bien. Comment allez-vous? Bien. Yann est gardien de la paix. Il gagne 1 950 € par mois. Il travaille ici depuis 5 ans. Quand ils arrivent ici, ils sont un peu perdus, ils sont un peu sur la défensive. Le fait d'entendre une langue
Une langue qu'ils connaissent. Sur un fonctionnaire de police, c'est vrai que ça détend la situation aussi. Tous les policiers du centre ont été sélectionnés par le capitaine Jean pour leur sens du dialogue. Mais ils doivent être capables d'expulser les clandestins sans état d'âme. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est nécessaire pour ne pas prendre fait et cause pour tous les retenus qui viennent ici. Ils ont tous un vécu, ils ont tous une bonne raison d'avoir quitté leur pays, sûrement, mais je ne peux pas me permettre de les comprendre tous parce que ce serait très difficile à gérer. Depuis 3 jours, Ali, 28 ans, tourne comme un lion en cage. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que je supporte pas ça. Ce Tunisien est arrivé via Lampedusa pendant le printemps arabe, il y a 5 ans. Sa compagne est française, elle est enceinte. J'attends avec patience la naissance, tu vois. Je vais être ici, je vais participer pour le couchement de ma femme, puis construire ma vie ici, avec ma famille ici. Je ne vais pas rentrer au bled, je rentre pas au bled, je sais pas. En épousant sa compagne et en devenant père d'un enfant français, Ali aurait pu être régularisé dans quelques mois, mais il a été contrôlé puis arrêté il y a 3 jours dans un bus. Depuis, il n'arrive ni à manger ni à dormir et appelle sa femme 10 fois par jour. Ok ma princesse, donc je te dis tout à l'heure. Ok, tout à l'heure, attention à toi. Ok, fais attention à toi aussi. Merci, à tout à l'heure. Bisous, je t'aime. Bisous, moi aussi je t'aime ma princesse. À tout à l'heure. Je t'aime, à tout à l'heure, bisous. Qu'est-ce que toi, à tout à l'heure. Nous appellerons sa compagne Sandra. Elle est enceinte de 5 mois. Le couple habitait depuis 2 ans en banlieue de Rouen. Elle touche le RSA. Lui travaillait au noir sur les marchés. Si Ali avait reconnu l'enfant dès le début de la grossesse, il aurait été inexpulsable. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, on était heureux, on était contents. Et puis là, on a appris il n'y a pas longtemps que ça allait être un garçon, donc il était 2 fois plus content. Et puis dans notre bonheur, on n'a pas pensé à la régularisation, on n'a pas pensé à toutes ces démarches-là, à quel point que c'était grave des... Je savais pas que ça pouvait être grave à ce point-là d'aimer quelqu'un qui n'a pas de papier, en fait. Je sais pas, j'ai même plus envie de garder mon bébé, je suis dégoûté. Le lendemain, Ali est convoqué au tribunal administratif. Bonjour, petit déjeuner, breakfast. Comme tant d'autres, il a fait un recours pour demander sa libération. Jugement 13h30. On va voir. Si les juges il est bien, chapeau pour la France. S'il est mal jugé, franchement, c'est la honte pour la France. Dans ces cas-là, vous avez coupé un vie de famille. C'est pas logique. Ali sait qu'il a de bonnes chances d'être libéré aujourd'hui au tribunal, car il peut justifier d'attaches familiales sérieuses en France. Mais le capitaine Jean a en sa possession un document qui va tout changer pour le Tunisien. Bien. Une interdiction de séjour en Europe de 10 ans, délivrée par l'Italie quand il a débarqué en 2011. C'est bien celui qu'on pense. Une mesure réservée habituellement aux criminels, mais utilisée par certains pays pour dissuader les migrants. Une fiche qui accélère automatiquement ce que l'administration appelle l'éloignement, autrement dit l'expulsion. Aujourd'hui, il a fait un recours contre sa mesure d'éloignement, mais c'est un cas particulier parce qu'il doit aussi être présenté à l'avion. Sur instruction de la préfecture, nous allons privilégier la voie de l'éloignement, c'est-à-dire qu'on va le présenter à l'avion. Il y a eu une entrée. L'audience, qu'Ali attend avec impatience, est à 13h30. Son avion pour Tunis décolle à 13h15. Ouais, il ressort. Bon, tu vois. On va le prendre là tout de suite. On va aller le chercher. C'est Yann qui va lui annoncer la nouvelle. C'est bon.
bonjour. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît? Votre chambre, c'est laquelle? Je vous accompagne. Donc, je vous explique comment ça se passait. Je vais vous demander de préparer vos affaires parce que vous quittez le centre. Pas de question. Ah, bah. Vous allez à l'aéroport. À l'aéroport? Oui. Non, j'en ai pas. Rentre pas chez nous. Monsieur. J'ai un jugement, j'attends le jugement aussi. Oui, je sais, on m'a prévenu, un tribunal administratif, mais le recours n'est pas suspensif. Non, je donc ça n'empêche pas... Je rentre pas chez moi, je rentre pas au bled. Ça n'empêche pas l'éloignement, monsieur. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled. Voilà. Je me suicide. Non. Je rentre pas au bled. Je te jure, je rentre pas au bled. Non, je calme pas, je rentre pas au bled. Monsieur. Je rentre pas au bled. Non, je me suicide. Lâchez ça. Je me suicide. Je rentre pas au bled. Lâchez ça, monsieur. Je rentre pas au bled, c'est impossible. Je rentre pas au bled. Calmez-vous. Monsieur. Je rentre pas au bled. Si vous refusez de nous suivre, vous risquez une peine d'emprisonnement. Je suis prison, je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled, c'est impossible. Et ça n'arrangera pas votre situation, monsieur. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled, je me suicide. Je rentre pas au bled. Je laisse pas ma femme et mon fils. Je rentre pas au bled. Bon, c'est Je rentre pas au bled, monsieur. Je rentre pas au bled. Parce qu'il menace de se suicider, les policiers doivent l'attacher. C'est la procédure. Je te jure, noter. Je m'énote pas, monsieur. Je m'énote pas, monsieur. Bougez pas, monsieur. Bougez pas. Je m'énote pas. Hop, tu tournes, c'est vrai. 1, 2, 3. Laissez-vous faire. Voilà. C'est bon, c'est menotté. C'est bon, menotté. Redressez-le. Un bâton? Non, c'est pas grave. On va vous remettre aux escorteurs. De quoi? Ils vont vous expliquer comment ça va se passer. Calmez-vous. Je calme pas, monsieur. Quel droit? Je lâche pas mon fils. Je lâche pas mon fils. Je lâche pas ma femme. Je rentre pas au bled. Je rentre pas au bled, monsieur. Je rentre pas au bled. Attendez, on va s'en en moi. Bonne solution. Je peux pas bouger, ça fait 4 jours là. Je comprends, monsieur. Okay, je comprends. C'est vrai des gens, monsieur. Monsieur. Ali ne se calme pas. Les policiers passent à l'étape suivante. Lâche-moi! C'est bon. Bougez pas. Lâche-moi, J'ai la tête. Lâche-moi là! Bougez pas, monsieur, bougez pas. Le capitaine Jean doit intervenir pour temporiser. Écoutez-moi. Apparemment, vous souhaitez pas partir. Je sors pas, je te jure, Il veut surtout le convaincre d'aller au moins jusqu'à l'aéroport. On m'a demandé de vous faire emmener jusqu'à l'avion. Si vous voulez refuser de monter dans l'avion, vous le direz là-bas au commandant de bord. Je rentre pas au bled, c'est impossible. Quitte peut-être à lui laisser de faux espoirs. C'est pas moi qui décide. Nous, on va quand même vous emmener jusque là-bas. Et là-bas, vous le direz au pilote. Je veux pas monter dans votre avion. D'accord? Voilà. Ça marche? Pas au bled. Donc, pas au bled. Ouais, monsieur. Vous vous calmez. On va vous redresser. Je rentre pas au bled, monsieur. On va vous relever. D'accord? Lâche-moi là. Je veux pas bouger, lâche-moi là. Bougez pas, ne bougez pas. Lâche-moi, je peux pas bouger, lâche-moi. Face à la virulence du Tunisien, le capitaine Jean décide d'alerter ses supérieurs. Lâche-moi. Ce que je peux vous dire, je vais appeler la préfecture. Je vais leur téléphoner, je vais leur demander des instructions. D'accord? Par contre, vous vous calmez. Vous me donnez 5 minutes. D'accord? D'accord, ok. Mais vous vous calmez. D'accord. Je fais ce que je vous ai dit et vous le faites aussi. Hein. D'accord. Bon, attendons, ça soit, monsieur, parce qu'elle même pas, ça soit. Qu'est-ce que vous voulez obtenir là, de la préfecture? Éventuellement, nouvelles instructions. Soit ils vont suspendre la décision d'emmener la personne jusqu'à Roissy, ou bien ils vont nous confirmer la nécessité de le présenter à l'avion. Personne au bout du fil. On va rappeler dans 2 minutes. Il semblerait qu'on attende des instructions. J'arrive à joindre personne à la... Donc du coup, le... 2 minutes, ouais. 2 minutes, j'essaye, je sais bien. Toujours pas de réponse. L'avion ne peut pas attendre. Bon, écoutez, je n'ai pas reçu d'autres instructions de la préfecture que de vous emmener là-bas.
Je vous le redis, si vous voulez refuser de monter dans l'avion, vous le faites là-bas. Je rentre problème ici, je rentre problème. Je quitte pas le centre, j'ai pas vu mon avocat. J'ai pas vu mon avocat. Vous êtes du menteur. Y a pas, on va l'emmener. Lâche-moi, je rentre problème. Lâche-moi là. Lâche-moi, Elzébil. Lâche-moi, Elzébil. Lâche-moi. On vous enlèvera les sangles aussi dans la voiture quand vous serez calmé. Lâche-moi, Elzébil. Allez-y, voilà. Vous vous laissez faire, voilà. « 13h30. Sandra, la compagne d'Ali, se présente comme prévu au tribunal. Elle a été informée de ce qui vient de se passer par la juriste de France Terre d'Asile. Sandra espère que son compagnon va résister et ne pas monter dans l'avion. Car s'il reste sur le territoire, alors l'audience qui doit statuer sur sa libération aura bien lieu ici. Je suis l'avocate de permanence, donc c'est moi qui suis désignée pour plaider le dossier de votre conjoint. Je comprends que ce soit particulièrement stressant aujourd'hui. Tout est mélangé dans ma tête, donc j'essaie de me concentrer sur ce que vous me dites et en même temps je suis en train de penser au pire et... Je sais. On va voir, je vais attendre que la greffière arrive pour me dire les choses. Si l'avocate garde espoir, c'est que parfois, les expulsions sont reportées quand il n'y a pas d'escorteur disponible pour accompagner les clandestins virulents dans l'avion. Au bout d'une heure, la greffière informe l'avocate qu'Ali est bien dans l'avion pour Tunis. Vous me laissez 3 minutes? Madame, vous venez avec moi, s'il vous plaît. J'ai pas une super nouvelle. Ouais, je l'ai monté dans l'avion, mais je préfère rester avec vous un petit peu et vous dire les choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que le dossier il va être envoyé en collégial. Me demandez pas dans quel délai, j'en sais rien. Merci. Je réalise pas trop ce qui m'arrive, je sais pas. Franchement, je suis abasourdi, je comprends pas. Et puis là, c'est la dégringolade, pas possible. Je suis anéanti. Le lendemain soir, Sandra se rend chez son avocate, car il reste peut-être une dernière chance de faire revenir Ali en France. Son compagnon est hébergé chez sa sœur, à Djerba. Oui, Ali? Oui, bonsoir, maître Lepuc à l'appareil. Je suis avec votre femme, je suis votre avocat. D'accord. Comment ça va? Ça va pas du tout. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé hier? J'ai pas accepté, même l'avion on est pris en retard, 40 minutes je crois, parce que j'écris, je suis collé partout, scotch partout sur ma bouche, mes pieds, les mains, mes jambes, ils sont tous collés. Je vais soutenir votre femme et on va essayer de tout faire pour que vous reveniez. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Le mieux, c'est de se marier à l'ambassade de France en Tunisie. Oui, c'est ce qu'on veut faire. On s'aime, quoi. On ne veut pas se laisser tomber, on ne veut pas se lâcher. Non, c'est hors de question. Je vais vous accompagner. Depuis notre tournage, Ali et Sandra se sont mariés en Tunisie. Sandra est ensuite rentrée en France. Ali, lui, espère obtenir un visa à temps pour assister à la naissance de son fils. Pour empêcher l'expulsion de leurs clients, les avocats peuvent exercer 5 recours jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Moataz, le Soudanais du Darfour, attend des nouvelles de son avocate. Dieu Tout-Puissant, j'implore ta miséricorde. Son avocate plaide aujourd'hui devant la Cour d'appel l'annulation de sa rétention pour vice de procédure. Fébrile, Moataz attend pendant près de 6 heures devant une télévision qu'il ne comprend pas. Mais pourquoi je suis dans un tel merdier? Vers 21 h,
On l'appelle au haut-parleur. J'espère qu'il va sortir. Je vous informe que vous êtes libéré. Hein, la cour d'appel. You speak English? A little? You are free. You are free. Okay? You go out. Okay? Salam. La cour d'appel a estimé que son interpellation n'était pas motivée par les bons articles de loi. Une erreur technique qui signifie pour lui la liberté. Je prierai pour vous. Allez, que Dieu t'accompagne. Vas-y. Alors, t'es content? Je réalise pas trop, mais je suis content. Allez, on s'appelle. On signe, comme quoi vous quittez. Moataz est libre, mais il reste toujours un clandestin aux yeux de l'administration. Ça, c'est faux pour vous. Hein. Attestation de sortie. Vous devez quitter le territoire français. Par contre, pendant 7 jours, hein, vous ne pourrez pas être replacé dans un centre de rétention. Ce qui veut dire que dans 8 jours, il peut être replacé ici. Ou un autre centre de rétention. Voilà. Les policiers le déposent à la gare la plus proche. Ça, c'est bien. Pendant 7 jours, la police ne peut pas m'arrêter. Ça, c'est bien. Allez, 5 minutes. Paris-Saint-Lazare. Ce soir, je dors à Paris chez un copain. On va regarder PSG-Chelsea. L'euphorie de la liberté ne va pas durer longtemps. Après Paris, nous le retrouvons le lendemain à la gare TGV de Calais. 2 bénévoles qui passaient par là prennent Moataz en stop pour le conduire à la jungle. Ils acceptent de nous prendre aussi, mais à 500 mètres de la gare. Quand ça va, il fait clair là. Non, c'est pas grave, c'est la voiture de Raymond. Chef. Contrôle de gendarmerie. S'il répond et qu'il nous donne les papiers, les numéros, c'est bon. Have you the paper from the retention center? Okay. Moins de 24 heures après sa libération, la machine administrative l'a déjà rattrapé. Police come check your documents to say you if you have the right to stay in France or to go in your country. La police aux frontières l'embarque pour un contrôle plus approfondi. En dépit de son attestation fournie par le centre de rétention. Pardon? Est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que vous l'emmenez? Il sera finalement libéré une demi-heure plus tard. Nous le retrouvons en fin de journée dans la jungle, quartier des Soudanais. Salut. C'est lui qui a fabriqué cette cabane. Ça, c'est ma maison. C'est ici que je dors. C'est pas terrible, hein. Je vis seul ici depuis 7 mois maintenant. Allez, tout va s'arranger. Je pleure parce que je ne supporte plus tout ça. Mon cerveau ne fonctionne plus. J'en peux plus. À ce jour,
Moataz n'a pas fait de demande d'asile en France comme il le prétendait au tribunal. Il essaye toujours de passer en Angleterre, coûte que coûte. Depuis 4 mois, c'est une mission qu'ils effectuent chaque semaine. Armés et protégés par un gilet pare-balles, Julien et Diego, des enquêteurs de la police aux frontières, quittent Menton en France pour rejoindre Vintimille en Italie, à moins de 10 km de là. Tu veux pas le laisser discret dans la boîte à gants? C'est bon? Juste pour faire l'essai du gyro, après on le re-range. Leur objectif, traquer les passeurs qui proposent aux clandestins bloqués en Italie de franchir la frontière illégalement contre rémunération. Les policiers en ont interpellé 150 depuis le début de l'année. 50 sur le seul mois de septembre. Des passeurs qui ne reculent devant rien pour de l'argent facile. Quand vous avez une quinzaine, voire une vingtaine de personnes entassées à l'arrière d'un fourgon, je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles ça s'opère. Lors de leur patrouille, Julien et Diego vont travailler main dans la main avec leurs homologues italiens. Ça commence toujours par un passage au commissariat central de Vintimille. Les policiers italiens ont une information. Ces derniers jours, ils ont repéré un fourgon suspect immatriculé en France qui récupérerait des migrants en Italie et leur ferait passer la frontière. C'est un très vieux fourgon bleu. Avant-hier, il a chargé des migrants. Hier, il est revenu, on l'a vu. Oui, 5 ou 6. Ce sont les policiers italiens qui vont surveiller le fourgon. Julien et Diego, eux, n'interviendront que si le passeur retourne en France. Je pense que c'est bien de faire comme ça. Il est 20h. Le dispositif, qui comprend en tout une dizaine de policiers, se met en place. Depuis le début de l'année, 140 000 migrants sont arrivés en Italie après avoir traversé la Méditerranée. Vintimille est la dernière étape pour ceux qui veulent venir en France ou en Angleterre. Ils sont plusieurs centaines autour de la gare. Face au flux, la frontière reste ouverte, mais les contrôles ont été renforcés. Pour aider les migrants à passer malgré tout, les passeurs viennent ici vendre leurs services. Les 2 policiers français s'installent côté italien, à proximité d'une bretelle d'accès à l'autoroute. C'est labyrinthique ici. 3 policiers italiens les suivent dans une voiture, pendant que 2 autres guettent l'arrivée du fourgon suspect en ville. Ici, ce n'est pas à bord de camions de marchandises que les passages se font, mais plutôt de véhicules utilitaires. Après 1 heure d'attente, une collègue italienne a des nouvelles. Ils sont arrivés. Ok. Et solo? Et solo? Et solo? Non, ils sont 2 à bord, c'est sûr. Ok, grazie. Ok. Le fourgon des passeurs a été repéré et un groupe d'une quinzaine de migrants semble s'en rapprocher. Andiamo dopo il pedaggio. Julien et Diego rejoignent maintenant l'autoroute à la sortie de Vintimille, la seule voie rapide qui mène vers la France. Si la camionnette chargée passe devant eux, les policiers la suivront jusqu'à la frontière où ils l'intercepteront pour établir le flagrant délit. Non, ça. Je sais pas ce que c'est que cette plaque, mais c'est pas... Après 4 heures d'attente, aucun fourgon bleu. À 2 heures du matin, tes collègues, la patrouille italienne les rejoint. Alors, il s'est trompé. Il a pris pour jeune. Ah, donc c'est mort. Il s'est trompé. Il n'a pas vu s'il était chargé. Il n'a pas vu ça. Non, il a chargé. Hein. Ah, il a chargé, c'est oui, sûr. Il a chargé. C'est seulement qu'il a... Il a pris la mauvaise direction. Oui. Ok, va bien. Le passeur s'est-il vraiment trompé de route?
Ou a-t-il renoncé à rejoindre la France, après avoir repéré les surveillances dont il était l'objet? En tout cas, les policiers ne le reverront pas cette nuit-là. Mais au même moment, côté français, un autre véhicule a été intercepté. 2 passeurs arrêtés. Ils transportaient ces 5 migrants. Ils sont sénégalais et maliens. Brièvement entendus par la police, ils ont déclaré qu'ils devaient verser un total d'environ 250 € au conducteur. Ils seront renvoyés en Italie quelques heures plus tard. Alors, d'interpellation, 3 heures. Dans quelles conditions ont-ils été transportés par le passeur? Le lendemain matin, le suspect est ramené au péage où il a été arrêté dans la nuit pour la perquisition de sa camionnette. C'est un maçon. Il l'utilise habituellement pour son travail. Un petit utilitaire, dépourvu de siège à l'arrière. C'est ici que les 5 migrants avaient pris place avec leurs valises. C'est vous qui avez pris ça? Ça c'était hier vers midi. C'est à vous aussi? C'est à moi. C'est vous tout ça? À l'arrière, donc, les 5 migrants étaient entassés dans des conditions de sécurité donc, précaires, puisqu'il n'y a ni ceinture de sécurité, donc, ni fauteuil. Et en plus, vous avez vu donc, que tous les vitres latérales sont obstruées donc, soit par des films, soit par des capitons, de manière à ce qu'on ne puisse pas voir donc, ce qu'est à l'intérieur. C'est une étape capitale de la procédure, car les conditions de transport des migrants peuvent être retenues comme une circonstance aggravante lorsque le passeur sera jugé. Au siège de la police aux frontières à Nice, les gardes à vue commencent. Le conducteur au premier plan et son supposé complice qui était à ses côtés dans la voiture. 2 amis d'une vingtaine d'années, tunisiens, ils résident dans le Var. Leurs papiers sont en règle. Vous étiez tous les deux d'accord pour les trois. Le passager est entendu par Maxime, un enquêteur, assisté d'une interprète. Le complice présumé est inconnu des services de police en France. Il affirme avoir passé la soirée à Vintimille pour le plaisir et avoir chargé les clandestins à leur demande, par simple charité. Avez-vous demandé de l'argent pour effectuer ce voyage? Non. Non, pourtant les 5 migrants qui ont été interrogés ont tous la même version. Ils ont été interrogés séparément. Et ils nous donnent même le tarif que vous leur avez demandé. En l'occurrence, une 50aine d'euros chacun. Que vous demandez à des gens qui n'ont même pas assez d'argent pour se nourrir. Moi, je l'ai fait au nom de Dieu, je ne l'ai pas fait pour leur demander de l'argent. Donc les 5 étrangers mentent. Oui, oui ou non, c'est oui ou non. Oui. Voilà. Tous les passeurs mettent en avant des motivations humanitaires. Ils savent que c'est la seule façon de ne pas être poursuivis. C'est au tour du conducteur. Il vit en France depuis 10 ans. Lui non plus n'a jamais fait parler de lui. Mais établi à son compte, le maçon éprouve des difficultés financières. Installez-vous. Ici, s'il vous plaît. Il assure pourtant, comme son passager, ne pas avoir agi pour l'argent. Moi, tout ça que j'ai pas besoin, c'est pas un truc que je vais le faire parce que j'ai besoin. Malgré que je suis jeune et tout, déjà je travaille sur mon compte, j'ai mon appartement, je m'en sors, j'ai ma voiture. Ça veut dire que c'est pas question de l'argent pour que je faisais ça. Moi, je l'ai regardé d'un côté humain. Je suis pas la loi, moi. D'un côté, je suis des humains, quoi. C'est tout. Ce que je trouve étonnant, c'est que vous parlez d'être une personne humaine et vous entassez 5 personnes dans un petit véhicule à l'arrière, avec les valises et tout ce qu'il faut, à même le sol. Sur la voiture, elle avait un tapis, c'est eux qui ont voulu monter. Pour eux, ça, c'était pas mal. C'est pas moi qui... C'est vous qui vous êtes arrêté, monsieur. C'est vous qui vous êtes arrêté, monsieur. C'est ce que vous m'avez dit, d'accord? Donc ceci, monsieur, je vous explique, c'est aider des personnes en situation régulière à traverser une frontière et à rentrer en France. Donc,
Si, du passage de clandestin. Donc, vous êtes un passeur. Ça, non, c'est pas vrai. Au terme des gardes à vue, le passager sera remis en liberté faute de preuves. Le conducteur, propriétaire de la voiture, qui aurait demandé de l'argent aux migrants, sera jugé dès le lendemain en comparution immédiate. Il sera condamné à 1 an de prison ferme. Sur les 150 cas traités dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année, la majorité seraient des passeurs improvisés. Mais certains de ces amateurs se lancent dans du trafic à grande échelle. Le 30 septembre dernier, vers 2 h du matin, Jean-Luc et son collègue, de la police municipale, sont en patrouille à Villefranche-sur-Mer. Lorsqu'à cette intersection, une camionnette attire leur attention. On a remarqué que le véhicule Mercedes Vito coupait en fait tout le virage et donc il a franchi la ligne continue qui se trouvait dans le virage. Et quand il est passé donc devant nous, on a constaté qu'il était lourdement chargé de l'arrière. Les policiers décident de le contrôler. Donc arrivé ici, je me suis porté à sa hauteur. Il a accéléré et c'est parti d'ici en fait. Une course-poursuite que les caméras de vidéosurveillance ont captée. À contresens, le chauffeur du fourgon prend tous les risques pour échapper aux policiers. Après 6 km, pour éviter un barrage, il s'arrête brusquement sur le bas-côté. Le conducteur est interpellé et il y a d'autres personnes à bord. Donc la porte arrière du fourgon s'est ouverte et deux autres individus tentaient de prendre la fuite. J'ai réussi à les maintenir sur place. Je leur ai fait réintégrer l'intérieur du véhicule et je me suis aperçu qu'il y avait plus d'une dizaine de personnes qui étaient entassées dans ce véhicule. Il y a 17 migrants à l'intérieur du fourgon, dans un habitacle d'à peine 5 mètres carrés. Originaires du Pakistan, d'Iran ou de Guinée, après une brève audition, ils seront renvoyés en Italie. Le conducteur est un habitant de Marseille. 27 ans, il est ouvrier, lui aussi inconnu de la police. Il est marié depuis 2 ans et demi à Ludivine. Le couple a un enfant de bientôt 2 ans. En détention provisoire, le passeur présumé se confie à son épouse. J'arrête pas de penser à toi, je t'aime et je te vois tout le temps devant moi. Tu restes tous les jours avec moi, je t'oublie jamais. Désolée pour le problème que j'ai fait, mais ça change rien. On va rester ensemble pour la fin de notre vie. Ludivine assure n'avoir rien su du projet de son mari, mais pense connaître ses motivations. Je pensais pas qu'il aurait fait ça, quoi. Parce que c'est pas un homme qui fait ça, quoi. Non. Je sais qu'on a des problèmes de financement, quoi. Je pense qu'il n'a pas eu le choix de faire ça, parce que sinon on se retrouverait dehors. Parce qu'on doit 6 000 €, non. Donc c'est assez dur, quoi. Je veux dire, 6 000 €, on les a pas du jour au lendemain, quoi. Il faut que, voilà. Et vous l'aurez dit, comment auriez-vous réagi? J'aurais pas voulu. Je dis, voilà, c'est trop risqué, t'as une famille, t'as ton fils, même si c'est dur, il aurait pu trouver un autre mode, je veux dire, un autre truc que ça, quoi. Le passeur présumé aurait demandé plus de 100 € à chacun des 17 migrants pour passer la frontière. Ce voyage aurait pu lui rapporter près de 2 000 €. Mais d'après l'enquête des policiers, le jeune homme aurait gagné en fait beaucoup plus. Sur le mois donc, de septembre, on a dénombré au moins un voyage tous les 2 jours. Voilà. Sur des mêmes horaires, sur des créneaux de nuit, toujours pareil, donc avec l'impossibilité pour nous de quantifier le nombre de migrants qui ont été mis dans le véhicule, mais la certitude que sur des mêmes créneaux horaires, sur un mois, il avait fait donc des voyages tous les 2 jours. Un rythme intensif, découvert grâce à ses maladresses de débutant. Dans son téléphone personnel, une photo prise dans sa camionnette avec des clandestins à l'arrière. Et surtout de nombreux excès de vitesse. Le camion, acheté seulement 1 mois plus tôt, a été flashé à plusieurs reprises entre la France et l'Italie. Selon l'avocat du suspect, son client ne serait allé à Vintimille qu'à 3 ou 4 reprises pour des raisons personnelles.
et n'aurait embarqué des clandestins qu'à son dernier voyage. Il voulait faire, entre guillemets, le taxi clandestin. C'était lui, c'était ça en fait. Mais au-delà de comprendre qu'il s'agit d'une infraction pénale, intellectuellement, avec tout le respect que je lui dois, il est loin, loin, loin de tout cela. Et pour lui, c'était pas très, très grave en soi, le taxi clandestin. Mais après, effectivement, quand il a vu les gens qui étaient entassés derrière, là, il s'est posé des questions. Mais c'était trop tard. Il avait déjà démarré. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Jugé 1 mois après son interpellation, le jeune homme a été condamné à 2 ans et demi de prison. La peine la plus lourde infligée à ce jour par le tribunal correctionnel de Nice à un passeur. Environ 300 migrants attendent toujours à Vintimille. Leur nombre pourrait se tarir avec l'hiver et les mauvaises conditions météorologiques en Méditerranée. Mais d'autres pourraient arriver dès le printemps, de nouvelles proies pour les passeurs. Le feu vient tout juste de prendre sur le bitume de l'autoroute A16. Un barrage de flammes que ce poids lourd va passer, coûte que coûte. Borne kilométrique 93, en banlieue de Calais. Il est 2 h du matin. Un homme au foulard rouge fait sortir des dizaines de jeunes des talus. La plupart sont afghans. Les voitures qui forcent l'obstacle sont prises pour cible. Les camions finissent par s'arrêter. Ils sont immédiatement pris d'assaut. Ces jeunes, dont certains sont encore adolescents, n'ont qu'une idée en tête. Monter dans ces remorques et embarquer sur un ferry à Calais pour gagner leur Eldorado, l'Angleterre. Devant le barrage, un homme encagoulé, probablement le passeur qui s'assure que l'embouteillage reste en place. À la vue de notre caméra, les clandestins détalent. Ils nous jettent des pierres. Les policiers mettent une quinzaine de minutes à se rendre sur les lieux. Les migrants se sont évanouis dans ces champs, balayés par les gyrophares, les lampes torches et quelques grenades lacrymogènes tirées à l'aveugle. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Non, rien, on fait ce qu'on peut. Allez, venez les gars, c'est bon. La priorité des policiers, s'assurer que les clandestins ne sont plus dans les parages prêts à bloquer la route une nouvelle fois. Le problème, c'est que certains d'entre eux ont réussi à se faufiler un peu partout dans ces camions. Hey, juste ici, sur mon toit. J'ai des gars sur mon toit. Des migrants sur mon toit. Je comprends rien ce que vous dites. Vous parlez anglais? Ce routier polonais prend le bateau dans quelques heures pour l'Angleterre. Vous allez faire quoi maintenant? Je vais rien faire. Je vais aller à Calais au terminal des ferries pour voir s'il y a des clandestins dans mon camion. Et demander à la police de vérifier. C'est la première fois que ça vous arrive? Non, c'est pas la première fois. Ça m'arrive tout le temps. Les fouilles se feront au port à une dizaine de kilomètres de là. Sur la route qui mène au terminal, les barrages se multiplient depuis environ 6 mois. Pour faire face à ce nouveau phénomène, environ 350 policiers et gendarmes sont mobilisés chaque nuit sur cette route de tous les dangers. Ah, là-bas, c'est la grenade derrière. Moi, j'ai rien pour enlever. Et s'il y a quelqu'un qui a des pelles ou la drire, elle arrive. Si c'est la drire, elle arrive.
Aux côtés des CRS, les hommes de la DIR, les agents de l'équipement. Eux aussi sollicités toutes les nuits pour des missions qu'ils n'avaient jamais accomplies jusque-là. Ici, des ballots de paille en feu à pousser sur le bas-côté. Parfois, les barrages sont tellement impressionnants qu'ils doivent utiliser la grue du camion. C'est toutes les nuits comme ça? Oui. 15-20 fois dans la nuit, 30 fois voire. Deux barrages en feu. Ouais. Deux barrages en feu entre le 47 et le 48, il faut qu'on parle, les pompiers sont prévenus. Ils se déplacent toujours escortés par 2 camions de CRS, même quand ils se rendent à leur dépôt pour décharger leur benne. Ce tas de bois, c'est ce qui a été retiré des routes en moins de 24 heures. Des barrières de métal sont aussi utilisées par les migrants. Des barrages souvent dangereux pour les automobilistes. Jean-Claude Demeyer, chauffeur de taxi à Calais, a percuté un rondin de bois posé au milieu de l'autoroute. Il attend la dépanneuse. Regardez, le radiateur, tout est détruit. Le radiateur est plié, ça s'est rabattu sur le moteur. Enfin, c'est une grosse totale, quoi. Et encore des traces de l'arbre. L'impact a même déclenché les airbags de la voiture. Je suis un peu brûlé au bras, mais bon, autrement ça va. C'est le lot quotidien de Calais. Jusqu'à maintenant, aucun automobiliste, aucun routier n'a été grièvement blessé sur ces barrages. Pourtant, 3000 camions roulent quotidiennement sur cet axe pour rallier l'Angleterre. Cette route, cela fait plus de 15 ans que Sébastien Legrand l'emprunte. Ce Calaisien, salarié d'une entreprise de transport, ne compte plus les fois où son camion a été bloqué par des migrants sur le chemin du port. Ça fait ça comme ça, ça fait ça comme ça, ça fait ça comme ça, ça fait ça, hop, et après on monte. Ah, ils vont vite, hein. C'est par le toit, là où la toile est peu résistante, que les migrants tentent d'entrer dans la remorque. Ils montent et après ils coupent la toiture après. Et la toiture, nous, elle est cassée après. Et chocolat. Par au-dessus et par en dessous aussi. Et là-bas. Eux, ils s'accrochent là, par la ceinture. Hein, là, intérieur. Oh, et tu mets tes pieds là-haut. Ah, t'as pas peur, hein. C'est bon. L'amende de la police britannique pour chaque migrant découvert dans un camion après la traversée, c'est jusqu'à 2300 € pour le conducteur et la même somme pour le transporteur. Sauf s'ils arrivent à convaincre de leur bonne foi. Voilà, nœud, tout. C'est quoi ça? Ça, c'est le plomb. Bien, ça sert à quoi? Bah, quand on a fermé la porte. Pour être sûr que c'est... Bah, qu'elle n'a pas été ouverte, voilà. Sébastien Legrand a 15 minutes de route jusqu'au terminal. Un trajet court, mais sur la portion la plus touchée par les barrages, la rocade de Calais. Là, voilà, quartier d'attaque. Ils sont quelque part. Appel de fer, là-bas. Là-bas. Voyez. Ils attaquent. Voilà. Ils ont jeté des tombes d'armes. Merci. Et on voit rien. Ouais. On va recevoir un projectile, là. Voilà. Ça vient où? C'est beau. Il reste 2 km jusqu'au port, dans le noir complet. C'est sur cette partie de route exactement qu'un chauffeur de l'entreprise de Sébastien a filmé un barrage à l'aide d'une caméra embarquée. C'était il y a 1 mois. Un clandestin prévient de l'obstacle avec une lampe torche. Des silhouettes se faufilent vers la remorque. Le camion tente d'avancer. Immédiatement, un homme s'interpose. L'opération dure 1 minute 30. Certains sont parvenus à monter, mais ils seront tous évacués par la police avant l'embarquement.
Cela n'empêche pas les clandestins de tenter leur chance tous les soirs. Ils sont entre 5 et 10 000 à vivre à 2 pas du terminal, dans ce qu'on surnomme la jungle, le plus grand bidonville de France. C'est ici que nous avons rencontré Ali, un Afghan de 21 ans. Il dit être menacé par les talibans depuis qu'il a travaillé comme agent de sécurité sur une base américaine près de Kaboul. Cela fait 6 mois qu'il essaye de passer en Angleterre, où il a de la famille. Chaque soir, il emprunte ce chemin de terre. C'est la route des passeurs. Chaque nuit, 200 personnes empruntent ce chemin. Et ils doivent payer 1 500 € pour avoir le droit chaque soir d'être sur un barrage. Moi, je ne paye pas pour ça. Je n'ai pas d'argent. Alors chaque nuit, loin des passeurs, il marche seul pendant 2 heures à travers champs, jusqu'à l'autoroute. Il essaie de rejoindre un groupe et de profiter d'un barrage. Bien sûr que ce n'est pas bien, tous ces barrages. Ce n'est pas bien de bloquer la route et les voitures ont des accidents. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas d'autre solution pour aller en Angleterre? Non, c'est la seule solution. En 6 mois, il a réussi à monter à 2 reprises dans un camion. À chaque fois, la police l'a découvert avant l'embarquement. Ce soir, au bord de l'autoroute, Ali ne tentera rien. Notre présence le gêne. Demande aux pompiers si voilà, là je suis juste au pied de la pancarte qui indique sortie numéro 3, Calais Centre. Voilà, donc parfois, les clandestins vont jusqu'à risquer la mort. De Dunkerque. Le brigadier Bianchi fait appeler les secours. Là où il y a tout le temps les barrages, et on est 500 mètres plus loin, en bas du pont. Il vient de découvrir un homme blessé à la tête sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est semi-conscient. Ah non, il a une belle plaie. Pour ne pas risquer d'aggraver ses blessures, les policiers ont pour consigne de ne pas le toucher jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il veut essuyer son non. On touche pas. J'ai déjà dit au moins 50 fois. You wait, pompier. Sapeur-pompier, ok? What are you doing? Je ne me souviens de rien. You don't know? Je suis érythréen. On peut supputer une chute de camion vu la blessure importante à la tête, mais il s'en sort bien de pas s'être pris un SMIC, pauvre. Lui devrait s'en tirer. Mais depuis le début de l'année, 12 migrants sont morts sur les routes autour de Calais. Sincèrement, par rapport au nombre qui tentent, ça n'arrive pas trop souvent, heureusement. Mais ça pourrait être franchement pire. Le brigadier est interpellé par 3 riverains en contrebas de la rocade. Il y en a un qui s'est fait écraser? Bah, on sait pas, on pense qu'il a été renversé. Ouais, tout à l'heure, il y en avait quelques-uns qui sont passés comme ça. Ouais, ils sont passés là, mais bah non. Et nous, on est là depuis tout à l'heure. Il est 3 h du matin. Avec ses voisins, Christophe Dutte, un chef machiniste, est tous les soirs aux premières loges, bien malgré lui. En fait, on est couché, tous les 2 minutes on est réveillé, donc ça sert strictement à rien de... Les gosses, ils ont du mal à dormir, c'est la misère ici. Voilà, ça tire. Oui, ils ont reçu un caillou d'un camion, je crois. Ah, ils ont tiré les cailloux dans le camion. On reçoit les crimos dans le champ, là, c'est même plus un champ, c'est un champ de crimos. Les CRS, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça sert strictement à rien, qu'on fait. 150 mètres. Ils sont pas arrêtés, ils ont rien, les bagnoles, ils sont dégradées. Moi, j'ai ma bagnole, elle a pris des coups, elle a pris des... Allez, si vous voyez sur le toit, là-bas. Je vais même pas porter plainte parce que ça sert strictement à rien. Bon, c'est pas une voiture neuve, mais bon, les poubelles sont attachées. Elles peuvent servir d'obstacle sur les barrages. Parce que si vous attachez pas les poubelles, c'est disparu direct. On les a piquées 3 fois déjà. D'ici à la fin de l'année, la jungle de Calais devrait être entièrement démantelée et les migrants envoyés dans des centres aux 4 coins de la France. Du coup, ces jours-ci, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus déterminés à tenter de passer. En moyenne, 5 d'entre eux parviennent chaque nuit à embarquer pour traverser la Manche.